Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup d'être là si nombreux ce matin. Je suis Nick Crisp, équipe marketing chez Atempo, et je vous accompagne pour le lancement de cette session et puis les questions à la fin. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour parler aujourd'hui de Myria 2021. Seulement 5 mois après Myria 2020, nous sortons une nouvelle version majeure qui, je pense qu'on peut le dire, gagne en puissance, en profondeur fonctionnelle. Et pour en parler, sur scène, nous avons notre équipe PM de choc avec Louis-Frédéric Laszlo, directeur PM à Tempo, Mathieu Devulder en charge des composants stockage et Damien Mesgar, responsable de UX et interface pour toutes nos solutions. Bonjour messieurs. Bonjour Nick, merci pour la présentation et cette belle introduction. Donc, je te laisse la main, Louis, avec juste un petit mot pour vous dire que si vous avez des questions, vous en avez certainement, vous pouvez les poser en utilisant l'onglet questions sur la droite de la page Livestorm, et puis on va tenter de répondre à toutes vos questions, soit pendant la session ou juste à la fin, oralement, avec nos trois intervenants. Je laisse la main à Louis pour la partie presse. À toi, Louis. Ça marche, merci Nick. Donc bonjour, rebonjour et re-bienvenue à vous, au mieux de 2 fois qu'une. Donc dans cette, on va passer la prochaine demi-heure ensemble, et dans cette session, on va vous dresser l'inventaire des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux cas d'usage que va vous offrir cette nouvelle version de Myria 2021. Donc on les a regroupés par thématique, et on va commencer par la première, qui est les nouvelles capacités liées au stockage qu'on a intégrées dans cette version Myria 2021. Comme vous le savez, notre plateforme Myria de data management est complètement agnostique de la technologie de stockage. Elle vous permet de gérer des cas d'usage de migration, synchronisation, de sauvegarde, quelle que soit la technologie de stockage, mais ça nécessite derrière de développer des fonctionnalités pour pouvoir supporter le maximum de stockage et vous offrir le maximum de compatibilité et d'agnosticité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec cette version Myria 21. On rajoute de nouvelles capacités vous permettant d'ajouter de supporter de nouveaux cas d'usage grâce à Myria. Deuxième partie de la présentation que Mathieu déroulera, j'espère avec brio, je n'en doute pas, sur l'amélioration des cas d'usage de migration et l'évolution du cas d'usage de migration et des différentes fonctionnalités qu'on a rajoutées pour compléter la partie migration de notre produit. Et on terminera la présentation depuis plusieurs mois, plusieurs années. Vous le voyez, on migre progressivement les fonctionnalités de notre ancien client lourd vers une interface full web disponible toute plateforme. Et donc, vous verrez dans cette présentation les différentes fonctionnalités qu'on a rajoutées, plutôt liées à l'archivage, mais qui vont profiter à l'expérience utilisateur globale du produit. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et s'attaquer aux nouvelles capacités de stockage. Donc, on va commencer par une petite introduction, et on va commencer par la fin. C'est pas très conventionnel comme façon de procéder, mais depuis plusieurs années, le cloud, depuis plusieurs années, le cloud était considéré comme une destination à un certain nombre de cas d'usage. La sauvegarde, l'archivage, pardon. Donc, depuis plusieurs années, Myria était compatible et a la capacité d'utiliser un stockage objet ou un cloud comme cible et le résultat d'une tâche de sauvegarde, d'archivage, de migration. Avec le temps, ça a évolué progressivement. La place du cloud d'un stockage objet dans les architectures de stockage a évolué, et on voit de plus en plus de stockage objet soit être un tiers secondaire, voire un tiers primaire d'une architecture de stockage, et donc nécessite, comme un NAS, comme un file system, d'être protégé, d'avoir la capacité à migrer ou à déplacer des données depuis ce tiers de stockage. Et donc, pour répondre à l'évolution de ces cas d'usage sur le marché, on a décidé d'adapter notre plateforme Myria pour rajouter cette capacité à lire un cloud ou un stockage objet et pour permettre de proposer l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, un cas d'usage et qu'on voit de plus en plus, et quelque chose que je pense de ma fenêtre va être quelque chose de plus en plus développé dans les mois à venir et qui va arriver, c'est la partie reverse cloud. Aujourd'hui, le reverse cloud, la capacité à démigrer des données depuis un cloud ou à rapatrier des données depuis un cloud, ça dépend du point de vue sur un stockage local, ça fait beaucoup de sens, et aujourd'hui, c'est une nouvelle capacité offerte par Myria grâce à ce développement, puisque on le voit depuis plusieurs années, beaucoup de gens ont migré massivement vers le cloud.
on fait peut-être une erreur parce que c'est peut-être plus aujourd'hui le choix le plus adapté pour leur stratégie de stockage, puisque c'est trop cher, parce que c'est pas accessible assez facilement pour faire par exemple de l'IA ou pour d'autres raisons. Et on a eu un webinaire dédié à cette problématique et je vous invite à consulter le replay qui est disponible directement sur notre site internet si vous voulez rentrer dans le détail de cette problématique. Deuxième cas d'usage, c'est la protection de stockage objet. Jusque-là, le stockage objet, c'était un peu le dernier tiers d'une stratégie de stockage, et par essence, un peu comme il y a eu le grand débat il y a quelques années sur les snapshots de B, était-il une solution de stockage et de sauvegarde efficace et de protection efficace? Par essence, le stockage objet, jusqu'à très récemment, on ne devait pas le sauvegarder, on ne devait pas le protéger, la façon dont les données étaient distribuées, etc., faisait qu'il n'avait pas besoin de protection. Mais bon an, mal an, les besoins évoluent et aujourd'hui, il y a de la demande pour protéger un stockage objet ou pour archiver des données depuis un stockage objet, puisque le coût de la bande est toujours inférieur au coût des plateformes de stockage objet. Donc, il y a aujourd'hui nécessairement des besoins de sauvegarde et d'archivage sur le stockage objet. Donc, nouvelle fonctionnalité qui permet aussi de couvrir ce use case-là. Et un autre cas d'usage intéressant, c'est la synchronisation d'un stockage local avec du cloud. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et je pense notamment aux médias, mais je pense que vous en trouverez d'autres. Aujourd'hui, votre entreprise, votre organisation, qu'elle soit publique ou privée, peut être amenée à travailler avec des tiers qui ne sont pas forcément dans l'entreprise, qui ne sont pas forcément sur site et qui n'ont pas forcément accès au stockage de production. Et vous ne souhaitez pas leur donner un accès au VPN, au réseau de l'entreprise, au stockage de production, etc. Donc, vous allez mettre en place Myria et vous allez mettre en place une synchronisation du projet en question sur lequel vous voulez donner accès à votre tiers avec un bucket cloud. Et de cette façon-là, votre partenaire, votre freelance avec qui vous travaillez va travailler directement depuis le bucket cloud et vous aurez vos données synchronisées sur votre stockage de production. Donc de cette façon-là, vous vous affranchissez d'un paquet de problématiques, donner accès au réseau de production, donner accès au stockage de production, mettre en place un VPN, gérer l'identité du freelance, veiller à lui virer son accès quand il part et qu'il arrête de travailler avec vous. Donc pour toutes ces problématiques-là, ça a énormément de sens et c'est un use case que je vois énormément dans le média aujourd'hui, puisque le média travaille énormément avec et dans la production d'un contenu audiovisuel, un certain nombre d'interlocuteurs sont amenés à contribuer. Donc c'est un nouveau cas d'usage à rentrer dans. Donc tous ces nouveaux cas d'usage, et je pense que vous en trouverez d'autres adaptés à votre métier, sont rendus possibles par cette fonctionnalité qu'on a développée, qu'on a ajoutée dans Myria. Donc c'est quelque chose qui est arrivé dans Myria 2020 R1, donc déjà il y a quelques mois, puisqu'aujourd'hui on parle de Myria 2021, et qu'on a rendu possible en Myria 2021 en limitant dans un premier temps l'accès et cette capacité au stockage offrant un accès de type S3. Donc je parlais pas de protocole S3 pour les puristes, je parlais de normalisme d'API, de standardisation d'API S3, et donc ça permettait de rendre compatible ça avec l'ensemble des cloud providers S3. Donc là, vous avez mis les poids lourds du marché, Wasabi, AliCloud, Amazon Web Services, mais ça rendait aussi compatible avec l'ensemble des cloud providers offrant un accès S3, également des stockages objets offrant un accès S3. Et dans cette version Myria 21 R1, on étend cette compatibilité-là à Azure et Azure Blob Storage et Google Cloud Storage, et également à l'ensemble des stockages de type cloud ou local, offrant un accès Swift, Swift étant la norme propulsée et promue par OpenStack. Et donc, ça ouvre cette capacité d'utiliser le cloud comme source dans un use case soit de sauvegarde d'archivage, soit de migration synchronisation, et de pouvoir déplacer ça, quelle que soit la typologie du stockage en destination. Donc, une fois de plus, un pas de plus vers l'agnosticité de Myria. Myria vous permet de garantir une agnosticité et de pouvoir jouer des cas d'usage, que ce soit de faire de l'archivage, de la migration, de la synchronisation, de n'importe quoi vers n'importe quoi, sans vous préoccuper de la technologie de stockage, et vous ouvre une flexibilité pour construire une architecture de data management scalable et évolutive dans le temps. Deuxième axe dans l'évolution de ces stockages, c'est une évolution de notre connecteur de FastCAN. Je sais pas. Pardon, j'avais une petite démo avant ça. C'est pas grave. On va jouer la démo. Excusez-moi, je suis un peu en avance sur la présentation. Donc une petite démo très rapide pour vous montrer comme c'est facile d'utiliser Myria pour déplacer et pour démigrer. Par exemple, là, je vais déplacer des données d'Azure vers un serveur Windows sur site. Donc là, je sélectionne mon storage account Azure à gauche, que je migre vers des tests sur mon serveur Windows. Bon, j'ai un certain nombre d'options, on va passer là-dessus.
hop, et hop, on passe rapidement sur les options. Donc, j'ai la possibilité d'activer un certain nombre d'options pour paralléliser, choisir ce que je veux, migrer ou pas. Je vais définir un nom à ma tâche, donc Reverse Cloud Azure to Disk, et je crée ma tâche et je la démarre. Donc, je vous ai passé la définition du storage account Azure, hein, mais c'est très, très simple. Hein. J'ajoute, je mets le login, le mot de passe, le nom de mon storage account et c'est terminé. Et donc là, la tâche va démarrer et va migrer mes données depuis Azure vers mon serveur Windows comme paramétré. Voilà, c'est vraiment 3 clics et ça permet de profiter de la puissance de Myriad, la distribution sur les data movers, etc. Donc, deuxième partie de la présentation, bah, sur ces capacités de stockage, le nouveau connecteur FastScan pour Nutanix. Donc, petit rappel rapidement sur le FastScan. Quand on parle d'architecture pétascale, hein, quand on parle de manager et faire du data management dans des architectures dépassant le pétaoctet, les centaines de millions de fichiers, voire les milliards de fichiers, les solutions traditionnelles arrivent vite à leur limite, puisque en cas d'opération incrémentale, ça nécessite de refaire un scan complet du file system pour identifier les changements. Et vous doutez bien que scanner un file system contenant des pétaoctets de données, des milliards de fichiers, ça va prendre plusieurs heures, plusieurs jours. Et éventuellement, dans le cas d'une opération incrémentale, plusieurs heures ou plusieurs jours pour identifier 2 éléments qui ont changé, 2 objets qui ont changé, peut-être un fichier qui a été supprimé. Donc aujourd'hui, les solutions traditionnelles ne répondent pas aux enjeux et aux fenêtres données pour la sauvegarde, la migration, l'archivage, et ne répondent plus à ces besoins-là. Donc c'est pour ça qu'on a au sein d'Atempo développé le FastScan. Le FastScan, c'est notre technologie qui vient s'interfacer au plus proche des baies de stockage pour éviter justement cette analyse traditionnelle et ce scanning traditionnel en cas d'opération incrémentale. On vient au plus proche de la baie de stockage, piloter les capacités offertes par la baie de stockage pour éviter de faire un scanning traditionnel en cas d'opération incrémentale. Une fois qu'une opération complète est faite, on passe en incrémental et là, on n'a plus besoin de faire de scanning. Grâce au pilotage de la baie de stockage, on analyse directement les changements et on détecte directement les changements. Donc, on compresse une opération de plusieurs heures, plusieurs jours en quelques secondes. J'ai encore un métrique en tête sur une baie à 300 millions de fichiers de type lustre. Pour faire le parallèle, où on passe et on compresse une opération de 8 heures en 21 secondes. Donc, c'est considérable et ça permet de respecter les fenêtres de sauvegarde ou d'archivage, voire dans le cas d'un projet de migration, de respecter la phase de cutover efficacement. Donc, c'est une chose, un pas de plus que fait Myriad, de rajouter un connecteur de FastScan. Et on rajoute aujourd'hui ce connecteur de FastScan pour les baies de type Nutanix. Donc, rapidement, une petite démo pour vous montrer comme c'est simple d'intégrer ma baie Nutanix au sein de mon architecture Myriad. Hop, je sélectionne ma baie de type Nutanix, j'active l'intégration avancée, donc qui va me permettre de configurer du snapshot et du FastScan. Donc là, ça me demande de compléter les informations de l'API de la baie Nutanix. Donc, préalablement, j'aurais créé un utilisateur dans la console Nutanix for Files pour accéder à l'API. Hop, login, mot de passe. J'active le snapshot et le FastScan. Hop, je passe les options avancées. Hop, je ne sauvegarde pas dans mon gestionnaire de mot de passe. Là, je mets le hostname de la partie stockage de ma baie Nutanix. Le login CIFS ou Samba. Le mot de passe. Et ma baie Nutanix est prêt à être utilisée dans un cas d'usage, que ce soit de sauvegarde, d'archivage, de migration. J'ai la capacité donc de venir tester la connexion à l'API pour vérifier que les credentials que j'ai donnés sont bonnes, ou éventuellement d'explorer directement la plateforme pour vérifier que la partie stockage est fonctionnelle. Donc voilà de belles innovations qu'on a rajoutées dans ce produit pour compléter et renforcer cette proposition de diagnosticité au stockage, aux plateformes de stockage offertes par Myriad. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Mathieu pour vous présenter les améliorations des workflows de migration au sein du produit. Merci bien, Louis. Donc, pour poursuivre, différentes améliorations dans cette nouvelle version Myriad 2021, et en particulier un mécanisme intéressant de vérification d'intégrité des fichiers et avec la création d'un rapport en fait afférent. Donc, historiquement, en fait, Myriad a depuis toujours un mécanisme bloc et déplace les données bloc par bloc et les valide également bloc par bloc durant le transfert de données
la migration. Mais jusqu'à aujourd'hui, sans capacité d'apporter une traçabilité au niveau fichier. Donc, c'est maintenant chose faite. Ça fonctionne de manière très simple avec du hachage des signatures selon des algorithmes en fait qui sont prédéfinis. Hein. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir apporter une preuve supplémentaire que la migration s'est bien déroulée, hein, et d'avoir un rapport qui peut également le prouver. Un des challenges importants était quand même de pouvoir assurer cette intégrité, mais sans aucun impact sur la performance. Nous avons donc la possibilité de choisir parmi plusieurs algorithmes. Hein. Certains, je dirais, sont plus performants, d'autres plus sécuritaires. C'est un petit peu une balance entre ces deux concepts. Pour des verticales, par exemple, comme la finance, on va préférer en fait des algorithmes qui sont plus sécuritaires, alors que pour d'autres verticales, un algorithme comme le XXH32 sera suffisant. Donc, il s'agit bien sûr d'un mécanisme qui est asynchrone. Hein. Lorsque vous créez votre tâche de migration, une sous-tâche de synchronisation en fait est créée et sera planifiée juste après la migration. Hein. Donc ça se passe de manière tout à fait simple. Lors de la migration, un digest est calculé depuis la source des données et est stocké en base. La migration s'effectue et donc les données sont bien sûr écrites vers la destination. Et ensuite, cette sous-tâche en fait va se déclencher et va calculer donc des haches de migration, donc les fameux digests, à la destination pour ensuite les comparer avec ce qui avait été historiquement stocké en base. Je vous ai préparé une petite démonstration. Ça, j'en ai déjà parlé. Oui, on peut parler encore un petit peu du rapport, qui est exportable en Excel, bien sûr, et qui sera modifiable à souhait, ainsi que de la possibilité de même utiliser une commande CLI, hein, qui est Myria Migration Report, et de pouvoir en fait automatiser en fait ce workflow. Donc, pour poursuivre une petite démonstration, donc nous choisissons nos données en source, hein, à savoir un serveur on-premise. Au niveau de la destination, il s'agit du cloud Azure. Donc nous choisissons à gauche, bien sûr, notre jeu de données. À droite, nous allons créer un petit répertoire pour les migrer. Voilà, test webinaire, voilà qui est fait, parfait. Et nous pouvons ajouter. Voilà, avec différentes options, hein, et c'est ici en bas, en particulier, que nous allons pouvoir choisir parmi différents algorithmes de hachage, hein, MD5, SHA-256, et également le plus rapide, mais possiblement le moins sécuritaire, qui est le XXH32. Nous donnons une tâche à un nom, pardon, à notre tâche de migration, et nous allons pouvoir la lancer. Voilà qui est fait. Une fois cette tâche effectuée, nous avons la possibilité d'aller regarder son rapport. Donc ici, nous choisissons d'afficher tous les fichiers. Nous avons la possibilité également de faire un tri par taille, par type ou par date de migration. Ici, nous voyons tous les fichiers qui ont été migrés et nous avons à droite la petite flèche vers le bas qui va nous permettre de télécharger le rapport au format Excel de manière à ensuite pouvoir l'afficher et le modifier à souhait. Hein. Et donc, nous avons en face de nous une preuve que tout s'est correctement déroulé, vu que la comparaison des différents digests s'est effectuée avec succès. Voilà. Pour poursuivre une autre fonctionnalité nouvelle et très intéressante, qui est la migration des hardlinks. Donc, historiquement, on ne faisait pas de distinction. Hein. Nous migrions en fait les hardlinks comme des fichiers distincts. Hein. Mais aujourd'hui, vous savez que de par l'augmentation des volumétries à traiter, il est important d'avoir une approche qui est plus efficace et ainsi donc de réduire le volume migré et donc bien sûr le temps de migration.
hein. Donc, un petit rappel de la différence entre les liens symboliques et les hard links, hein, qui nous intéresse, c'est le schéma de gauche, hein. En effet, les données sur le disque sont les mêmes, donc il est absolument inutile de les migrer plusieurs fois. La façon dont ça se déroule, en fait, est relativement simple. Lors de la tâche de migration, quand nous rencontrons en fait des hard links, nous allons les stocker en mémoire, et ensuite ces différents hard links seront recréés au niveau du volume de destination, et ainsi nous aurons, je dirais, migré une seule fois les mêmes données, de manière à garantir un temps de migration qui sera optimisé. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Damien qui va vous parler des différentes améliorations en termes de Web UI. Merci Mathieu. Donc, vous avez pu avoir un petit aperçu déjà dans les différentes démos de ce que donne la nouvelle UI. Donc, l'idée, c'est toujours d'apporter plus de fonctionnalités dans les interfaces pour petit à petit s'émanciper donc du client lourd. On va voir ensemble 3 nouvelles améliorations importantes. Tout d'abord, la gestion des métadonnées. Maintenant, on peut faire une recherche par métadonnées et dans cette interface, on va pouvoir tout administrer. Donc, on peut voir l'objet depuis la recherche, on peut récupérer l'objet depuis la recherche et également modifier les métadonnées. Donc, ceci afin d'éviter trop de navigation. On a toutes les options qui sont disponibles à partir de cette recherche. Deuxième amélioration, la possibilité d'avoir des aperçus vidéo directement dans l'interface. Donc on peut visionner les vidéos, mais on peut aussi faire une récupération partielle des vidéos. Donc on va pouvoir tronquer la vidéo, choisir le début et la fin et effectuer une récupération dessus. Enfin, une amélioration qu'on a appelée le Web Connector. Donc un composant très intéressant parce qu'il va permettre de faire des opérations à la demande. Sans déployer au préalable de data mover. Donc, on va pouvoir ainsi parcourir le système de fichiers local à l'aide d'une petite application. Et on peut, donc si le stockage est déjà connu par Myria, c'est le data mover qui sera utilisé par contre à la place du Web Connector. Et on va voir son utilisation dans la démo qui suit. Donc ici, j'ai mon système de fichiers local qui n'est pas activé. Donc, il n'y a pas besoin d'installation préalable. C'est un peu comme les applications comme Zoom. Ça se lance quand vous en avez besoin. Donc ici, il y a une petite pop-up m'invitant à ouvrir l'application. Ça va l'installer sur mon poste. Et une fois l'application lancée, il y a une pop-up qui va nous informer que le Web Connector est bien connecté et que MyFileSystem est bien actif. Ici, je vais l'utiliser comme source afin de faire une migration. Je vais choisir 2 fichiers sur mon file system local. Donc, par exemple, ici, 2 images. Ces 2 fichiers, je vais les migrer vers une archive. Je peux créer un dossier depuis l'interface directement. Je vais l'appeler démo. Et ici, donc, je vais ajouter mes 2 fichiers et lancer une tâche de migration. Donc, à ce niveau-là, je peux aussi enrichir les métadatas. Donc, ça me permettra de retrouver plus facilement ces fichiers par la suite. Ici, je vais ajouter la valeur démo, par exemple. Je vais valider. Ce qui va lancer ici un job de migration. Dans l'onglet Activité, je vais retrouver donc la progression de ce job qui est en cours avec les informations qui y sont liées. Et une fois le job terminé, je vais m'assurer que mes 2 fichiers ont bien été migrés sur mon archive, donc dans mon fichier démo. Ici, je vais bien retrouver mes 2 images. Donc à ce niveau, je peux également rajouter des métadonnées si je le souhaite. Donc ici, pour l'exemple, je vais rajouter une date sur un de mes 2 fichiers.
Et ensuite, si je fais une recherche par métadonnées, je peux combiner les deux métadonnées que j'ai ajoutées précédemment, donc la date et la valeur des mots. Donc ici, je fais la recherche et je vais bien avoir donc mon objet qui correspond aux métadonnées, le job qui est lié et les deux instances donc, qui correspondent à mes deux fichiers. Donc à cet endroit, comme je vous le disais précédemment, on peut aussi enrichir à nouveau les métadonnées à cet endroit. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout que je peux faire une restauration. Il va sélectionner automatiquement mon fichier, me lancer une tâche de migration préalablement configurée. Et ici, je vais utiliser cette fois mon file system comme destination. Et de la même manière, je vais lancer un job de migration qui se lance ici. Donc très intéressant, on a une deuxième fonctionnalité dont je vous parlais, la vidéo. Ici, je vais chercher une vidéo dans mon archive. Donc par exemple, dinner, on va juste voir que ça fait bien 70 MO. Ce sera important pour la suite. Je vais naviguer dans l'instance et cliquer donc sur le petit picto ici qui me permet de prévisualiser la vidéo. J'ai ma vidéo ici. Je vais la tronquer, donc je vais utiliser le slider, mais je peux aussi définir une marque un peu plus précise en début et en fin. Je peux prévisualiser la partie tronquée de la vidéo ici pour m'assurer qu'elle convient à ce que je souhaite. Et je vais lancer la restauration partielle. Donc comme précédemment, il va automatiquement me mettre la portion de vidéo dans la tâche de migration. Ici, je choisis à nouveau ma destination et je lance ma tâche. Donc on va s'assurer que le job est bien en cours. Je vais aller dans l'onglet Activités. Ici, il est en cours, il est même terminé. Je peux accéder aux informations ici. Donc on a le début et la fin de la vidéo qui sont indiqués également. Et je vais vérifier donc à ma destination si la vidéo est bien présente. Et donc elle fait 26 MO. Donc on a gagné presque 3 fois la taille. Ça évite donc de récupérer l'intégralité d'une vidéo si on en souhaite juste une partie et de prévisualiser ce qu'on veut. Donc voilà, un gain de temps et un gain de place qui est le bienvenu. Et ce qui va conclure donc cette démonstration, donc voilà, deux fonctionnalités très puissantes et surtout très simples d'utilisation, puisque en quelques clics, on est guidé pour réaliser ce qu'on souhaite. Voilà, une web UI qui s'étoffe petit à petit et qui répond de plus en plus aux besoins. Voilà ce qui va conclure la vidéo. Je vais laisser la main à Louis pour conclure la présentation. Et si vous avez des questions à suivre. Bon, j'ai pas mieux à dire. Merci Mathieu, merci Damien pour cette présentation très riche, très complète. Donc pas mal de nouvelles fonctionnalités dans cette version Miria 21 R1. Comme le disait Nick en introduction, ça complète Miria 21, ce qui complète cette version Miria 21 R1 précédemment sortie il y a un peu moins de 6 mois. Et attendez-vous à en voir deux nouvelles cette année, Miria 21 R1, Miria 21 R2, avec un contenu tout aussi riche dans les prochains mois. Donc, comme vous voyez, plus de versions, plus de contenu, plus de nouvelles fonctionnalités dans le produit et toujours en adéquation par rapport à vos besoins, vos demandes. Donc voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, sur d'autres questions plus génériques à Miria, on est prêt à y répondre. Et je crois que Nick, tu as déjà pas mal de questions à soulever. Je te laisse la main sur la partie questions. Merci Louis, merci à Mathieu et Damien. Effectivement, quelques questions. Et puis, je tiens aussi votre attention sur le sondage que nous avons dans l'onglet sondage juste à côté des questions, justement. Donc, si vous avez quelques minutes pour répondre, ça nous aide toujours à améliorer nos présentations, nos webinaires et d'avoir quelques retours. C'est toujours bien pratique. Donc, pour les questions, je commence peut-être avec Louis au début. Louis, les premières slides que tu as montrées, tu parlais du cloud as source. La question, c'est, je peux imaginer migrer mes données d'un cloud provider à l'autre. C'est bien ça?
C'est ça, et tu fais bien de soulever la question, ou la personne qui soulève cette question fait bien de la soulever. Aujourd'hui, c'est un cas d'usage que j'ai pas mis en lumière et j'aurais dû. Donc, merci pour la notification. La capacité à lire un cloud va ouvrir aussi la capacité à migrer d'un cloud provider à un autre. Et d'ailleurs, si tu me corriges, Nick, mais je crois qu'on a un très bon livre blanc pour illustrer le sujet qui est disponible sur notre site web. Sur comment gérer une stratégie de migration de cloud provider à un nouveau cloud provider. Donc oui, c'est une nouvelle possibilité offerte par ce développement, la capacité également de migrer d'un cloud provider à l'autre, et surtout quand le Myria là fait sens, quand on parle de migrer plusieurs pétas ou plusieurs centaines de terras d'un cloud provider à un autre. Ok, merci Louis. Effectivement, je confirme l'existence de ce white paper que vous pouvez trouver bien sûr sur notre site dans la section ressources. Peut-être une question pour Damien ou Louis, c'est sur justement la nouvelle web interface que tu nous as montré ou qu'on a vu dans toutes les démos d'ailleurs. Est-ce que cette interface permet de passer du client lourd historique pour ceux qui connaissent ADA historiquement et les premières versions de Myria? Est-ce qu'on peut se passer de ce client lourd actuellement? Alors, pour le moment, pas totalement. On y travaille justement. C'est, comme je vous disais, la Web UI s'étoffe petit à petit pour justement pouvoir se passer de ce client lourd. Donc, dans les prochaines releases, on aura des nouvelles grosses fonctionnalités, notamment sur tout ce qui va être backup. Donc, pour l'instant, on fait cohabiter les deux. Et à terme, l'idée, c'est d'avoir une Web UI totalement fonctionnelle. Parfait, merci. Une question sur l'API justement. Donc, je vais poser la question. Est-ce que l'ensemble des fonctionnalités présentées ici sont disponibles dans l'API ou API de Myria? Donc aujourd'hui, il y a un web service historique qui existe et qui permet un certain nombre d'opérations à la demande, directement grâce à le web service. Et on travaille pour cette année pour mettre en œuvre une API REST directement dans le produit et permettre d'offrir l'ensemble de ces fonctionnalités dans l'API REST. Donc restez connectés. L'API REST arrive, elle sera disponible, elle est pour l'instant à usage limité pour notre usage avec l'interface web, et on va l'ouvrir publiquement, documenté en deux lots. D'abord les opérations d'administration dans la version Myria 21 et des opérations à la demande dans Myria 21 R2. Donc l'ensemble de ce produit sera disponible, de cette fonctionnalité sera disponible courant de l'année, et vous permettra d'intégrer Myria comme un composant d'un cas d'usage plus global, quoi. Merci Louis. Puis on a quelques questions, c'est un peu sur la version et la disponibilité de Myria 2021. Donc tu confirmes que la version est disponible? Ouais. C'est disponible dès aujourd'hui pour ceux qui vont se connecter directement sur le portail support. Ça sera disponible en fin d'après-midi sur le portail support. C'est le temps de valider la publication, mais la version est disponible aujourd'hui, et un push mail sur nos clients historiques sera fait dans les prochaines heures ou demain au maximum, mais la version est disponible aujourd'hui. Super nouvelle, merci beaucoup. Ce que je propose, c'est de laisser la session ouverte encore quelques minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans l'onglet questions toujours, et également prendre quelques secondes pour répondre à notre petit sondage. Je tiens à remercier beaucoup d'abord vous d'être présents ce matin et bien sûr nos trois présentateurs, Louis, Mathieu et Damien. Merci, monsieur. Merci à vous, merci pour les questions, et merci à l'ensemble des participants, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Complètement. Et puis le replay sera disponible sous peu, sous 24 heures typiquement, par email. On vous donne le replay par email. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous.